Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui va être autour de stockage en Cordova ou bien en PhoneGap. D'accord? Donc on va essayer de découvrir comment on peut faire des stockages, comment on peut stocker des données donc au sein des applications créées par PhoneGap ou bien Cordova. Bon, on écoute bien, donc sur le net on trouve PhoneGap et puis on trouve Cordova. Donc je vais commencer par démontrer une petite différence entre les deux technologies avant d'entamer le cours d'aujourd'hui. Alors, PhoneGap et puis Cordova. Donc, auparavant, un peu d'historique, PhoneGap, on a créé un framework où on trouve pas mal de fonctionnalités écrites en HTML, CSS et puis JavaScript qui nous permettent de créer des applications hybrides. Des applications hybrides, ça veut dire multiplateforme, ça veut dire qu'on peut carrément les installer, que ce soit sur Android, sur iOS ou bien carrément sur n'importe quelle autre plateforme. Alors par la suite, ce PhoneGap, il a été acheté par la société Adobe. D'accord? Donc c'est comme ça, on écoute parler de PhoneGap, Adobe PhoneGap. D'accord? Et puis, donc, la version plus libre, donc la version initiale, il a été adoptée par Apache. Donc, et puis, pour faire la distinction entre les noms, donc, cette version libre, on l'a nommée Cordova. D'accord? Donc, bon, la base, c'est la même. Donc, Apache Cordova, c'est le framework libre, mais par contre, Adobe PhoneGap, il se base sur ce PhoneGap ou bien sûr sur ce Cordova libre, mais ça reste donc sous l'essence de la société Adobe. D'accord? Bon, la différence entre les deux, c'est que tout simplement, Adobe, il a rajouté pas mal de fonctionnalités, d'accord? Donc, qui lui sont propres qui sont propres à la société. De créer un nouveau projet PhoneGap où on va tester le stockage. Alors, bon, entre parenthèses, pour PhoneGap desktop, je sais bien que vous avez eu pas mal de problèmes. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment résoudre le problème de ce loading qui ne s'arrête pas. Alors, je vais créer un nouveau projet. Bon, je vais créer un blank. Je vais choisir un chemin. Alors, un nom, exemple stockage par exemple. Et puis create project. Voici notre projet qui vient d'être créé. Exemple stockage, donc avec le chemin et puis les adresses où on peut accéder. Alors, si on accède au dossier, donc on trouve bien qu'il nous a créé les différents dossiers dont on a besoin. Alors, à savoir www. Donc, et puis là, c'est la page index.html. Alors bien sûr, avant de démarrer, donc il nous faut intégrer donc les différentes scripts. Bon, donc je vais carrément copier les
les différentes JS qu'il me faut, les différentes bibliothèques JavaScript qu'il me faut. Je vais créer carrément un dossier .js où je vais les mettre. Bien sûr, pour le CSS, je vais le déplacer vers un dossier qui s'appelle CSS. Ok, alors là, bon, pour utiliser jQuery Mobile, donc on a dit que il suffit d'aller vers jQuery demo.jQuery Mobile. Donc on peut trouver pas mal de contrôles qui sont prédisposés ici. Donc il suffit de les appeler, de les utiliser. Donc à savoir forme par exemple. Donc on a les différents éléments de formulaire où on peut intégrer par exemple ces boutons. Donc il suffit de mettre View Source et puis là c'est copier le code qu'on veut. Donc si on veut par exemple de tels boutons qui sont attachés comme ça, donc il suffit de les grouper donc dans un div qui a un data role control page. Le slider, le range slider, donc le yes on, flip switch, donc les checkbox, ainsi de suite. Il y a pas mal de composantes qui sont très intéressantes à intégrer dans nos pages ou bien carrément dans nos applications mobiles. Alors, concernant les pages, donc quand je vais partir vers les pages, donc je vais entrer. Là, pour commencer, donc il faut intégrer ce viewport, c'est l'étape viewport, pour indiquer à notre device ou bien à notre téléphone de s'adapter à la largeur du téléphone selon bien sûr les dimensions du dit périphérique. Alors, pour créer une page, il suffit de mettre div avec un data role page. Alors, data role et ces attributs qui se précèdent par data, ce sont de nouveaux attributs HTML5. Donc, faites attention quand il s'agit du développement destiné au navigateur. Donc, il y a des navigateurs et des versions de navigateurs qui ne supportent pas le HTML5 ou bien ces nouveautés HTML5. Donc, il faut faire attention. Pour créer une seule page, donc il suffit, donc je vais copier ça, le coller en va div, donc div data role page, donc ça veut dire que ce div il va avoir le rôle de notre page, d'accord? Donc et puis une page, il a un autre div qui a un rôle header, un autre div qui a un rôle main et un troisième div qui a un rôle footer, d'accord? Donc c'est là où je vais créer et intégrer mon code. D'accord? Donc, puis pour créer plusieurs pages, il suffit de multiplier et puis carrément mettre ce code plusieurs fois. Donc, voici la première page, la deuxième et puis la troisième. Alors, pourquoi on fait ces pages, plusieurs pages en une seule page HTML? Donc, tout simplement, le fait de passer d'une page HTML à une autre, donc pour un mobile, pour une application mobile, ça consomme trop de mémoire, trop de CPU. C'est pour cela que pour peut-être économiser, pour rationaliser l'emploi des ressources, donc on utilise une seule page HTML et puis à l'aide de ces divs donc, qui représentent nos pages, donc on permet de basculer d'une page à une autre. Donc, et puis comme si on a plusieurs pages HTML. D'accord? Bon, on commence. En Reader, je pense que je vais faire donc premier exemple stockage, peut-être exemple stockage. Bon, avec un H1. Exemple stockage. Donc, en main, je vais créer un formulaire où je vais
mettre une zone de texte et puis en footer, je sais pas, donc peut-être je vais afficher la date d'aujourd'hui tout simplement, H4 avec H3 bien H4. Alors à la date d'aujourd'hui, donc il nous faut carrément un. Donc je lui donne un ID, peut-être date footer. Puis pour fixer ce footer, donc lui donner une position, data position, fixed, pour qu'il soit fixé au bas de page. Alors un petit test avant de continuer. Donc je vais cliquer ici. Bon, je dois avoir un autre affichage. Là, c'est mieux. Donc, il suffit de appeler le jQuery. Donc, et puis appeler le jQuery Mobile parce que jQuery Mobile, il se base sur jQuery. Là, c'est exemple stockage. Là, c'est le footer qui est fixé en bas. Donc, on n'a pas mis de date encore. Donc, on va le mettre via JavaScript ou bien via jQuery. D'accord? Alors, bon, je vais continuer la création de ma page web avant de passer au code. Alors, forme, donc je vais créer par exemple un input type texte avec un name non, avec un ID non. Bon, un placeholder non, par exemple. Je ferme un petit BR, puis un input type bouton. Bon, valider. ID validé. Et puis value validé. J'enregistre et j'actualise. Donc il est là, mon nom et puis le bouton valider. Bon, je vais enlever ce VR puisque déjà c'est offert par jQuery Mobile. C'est bon. Ok, très bien. Alors pour savoir comment ça va être affiché en mobile, donc il suffit de mettre inspecter. Donc on peut carrément activer cet affichage via ce bouton. Donc ça veut dire Toggle Device Toolbar, ça veut dire que on va changer l'affichage vers l'affichage des devices, des mobiles. Alors si vous avez un mobile qui est renversé, il suffit de faire la rotation via ce symbole, d'accord? Et puis j'ai carrément pour le inspecter, donc j'ai détaché cette fenêtre pour que la fenêtre ne m'affiche que le résultat. Alors là, j'aurai les deux à la fois. Comme ça, j'aurai le résultat en plus de mon code. Ok. Alors là, je vais passer directement au JavaScript, à mon script. Je vais créer une balise script. Et puis en ça, je vais appeler la fonction jQuery comme on faisait en dernier module. Ok. Alors la première des choses, je vais appeler notre footer pour y insérer la date d'aujourd'hui, date footer. Pour ajouter une date à mon footer, donc je dois appeler le dièse date footer point text, puis je vais appeler la date d'aujourd'hui, new date. Je vais voir le résultat. Donc là voilà, la date aujourd'hui avec l'heure. Alors si je veux carrément avoir une date plus courte que ça, donc il suffit de mettre to local string. Comme ça, j'ai la date réduite. Ok. Par la suite,
Donc, on va appeler le bouton. Donc, si on clique sur le bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si on clique sur le bouton, donc on va essayer de récupérer le nom, de le stocker localement dans local storage, et puis par la suite, peut-être de passer à une autre page pour afficher un bonjour. Non, d'accord? Donc, pour passer à une autre page, donc je dois multiplier donc ce div. Je vais carrément copier ce div et le coller une autre fois. Moi, j'ai une version où j'ai collé, alors je le colle. Qu'est-ce que je vais changer pour le header? Donc, peut-être je vais insérer un encre qui va avoir un retour, un back, datarel. Pardon, datarel égale à back. Data icon égale à back. Et puis pour le texte, je peux avoir le texte comme je peux avoir carrément le bouton, ou carrément l'icône et c'est tout. Alors, retour pour le texte. Donc, je ne vais pas avoir de formulaire. Et puis ici, je vais créer peut-être un label, un span. Je vais l'appeler non-sp, span, non-span, où je vais essayer de récupérer le nom saisi dans la première page et l'afficher dans la deuxième. D'accord? Donc, comment ça? Donc, je vais mettre un strong. Bonjour. Bonjour. Non. D'accord? Alors, ce ID span, donc, c'est là où on va écrire le nom saisi dans cette page. D'accord? Alors, pour le moment, rien ne va changer parce que si j'actualise, si je mets valider, donc j'ai une seule page, même si j'ai sur ma page 2 div page 1 et page 2, d'accord? Donc là, voici le premier div. Et donc, voici le premier div. Donc, normalement, il ne doit pas se terminer ici. Alors là, c'est là c'est là, et puis normalement, voici le premier div, donc il commence ici et il se termine. Normalement, on a le formulaire à l'intérieur. Et le deuxième, donc il est là. Bon, c'est comme si on a une page écrase l'autre. Mais bien sûr, on peut basculer entre les deux. Donc, je vais faire un test pour afficher via mon code. Si on clique valider, on va se positionner sur la deuxième page. Donc, comment? Donc, je vais faire $.mobile. Et puis, je change page. Là, je vais lui donner le ID de la page à afficher. Alors, sans ID, donc, j'ai pas de ID. Donc, il suffit de mettre un ID, peut-être page 2. Là, je vais appeler dièse page 2. Ça veut dire que quand je clique sur valider, tu me passes vers la deuxième page. Ok, très bien. Donc, on y est. Et puis, le bouton retour qui nous fait retourner vers la première page. Ok, donc, comment afficher le nom qui est déjà là dans la première page et l'afficher dans le span de la deuxième. Donc, puisqu'il s'agit de la même page HTML, donc pas de souci. Donc, il suffit de récupérer ce qui est dans la zone de texte nom.val et puis appeler là le span le nom sp avec un dièse point. Bien sûr, c'est un span, donc je vais utiliser texte. Et puis là, je vais le remplir par le nom que je viens, la variable nom que je viens de remplir. Un petit test. Ahmed. Là, validé. Bonjour. Donc, non.
vais refaire le test. C'est bon, donc c'est Ahmed. Il est bien là. Ok. Alors, passons au suivant. Donc, comme on a dit, donc, on va essayer de, si on actualise la page, donc normalement, je veux avoir ce Ahmed, puisque j'ai déjà saisi ce nom une seule fois, donc je veux bien qu'il le récupère, donc à partir d'un stockage local. D'accord? Donc, à quoi sert ce local stockage? Donc, c'est une option donc qu'on peut carrément utiliser pour stocker les données donc, qui sont sous forme de chaîne de caractères, des données qui ne sont pas bien sûr de masse, des données qui concernent les préférences de l'utilisateur, donc son nom, son âge, des informations donc, qui ne sont pas, qui n'ont pas une sensibilité, qui ne sont pas sensibles côté sécurité, d'accord? Donc là, on peut utiliser ce local storage. Donc, local storage, il est simple, de principe simple, même sa manipulation, il est simple. Donc, on a 3 méthodes qu'on va appeler et qu'on va utiliser. Donc, vous allez le voir. Donc, ils sont pas simples pour l'utilisation. Mais ça reste, il est un peu... il y a une contrainte d'espace parce que local storage, donc, il ne nous donne pas un grand espace de mémoire où on peut stocker plusieurs données. D'accord? Donc, il est limité en mémoire. C'est pour cela que si on a trop de mémoire, trop de données donc, à stocker, donc on ne doit pas penser au local storage, mais on doit opter vers les bases de données carrément, d'accord, donc qui sont destinées pour ça, donc qui ont des structures plus robustes, plus performantes, mais en contrepartie, bien sûr, on utilise le SQL, d'accord, tout un langage qui permet de récupérer les données stockées là-bas. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir local storage. D'accord? Donc on va voir ces différentes méthodes, comment on peut stocker, comment on peut récupérer ce qu'on a stocké, puis comment on peut supprimer ce qui a été stocké. Alors selon, je veux bien ce qui soit stocké. Donc comment ça? Donc je vais appeler local storage. Point. Alors, ce local storage, il a une méthode qui est setItem. On s'est habitué avec ce terme setGet. Set, ça veut dire on veut insérer une valeur. Donc, une valeur, donc il est sous forme ou bien carrément un objet créé en local storage, il est sous forme de clé valeur. Donc, il nous faut une clé. Donc, par exemple, je vais l'appeler carrément nom. Et puis, une valeur, c'est ce qui est dans la variable nom. D'accord? Donc, un petit test et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ahmed. Pardon. Il s'auto-actualise, je ne sais pas pourquoi. Ahmed, et puis valider. Alors là, si je mets bouton droit inspecter, et puis je vais vers l'onglet application, donc je vais voir, donc bon, je vais effacer ça. Je vais voir qu'il m'a inséré une clé qui s'appelle nom et avec la valeur Ahmed. D'accord? Donc, si j'actualise, carrément, je vais vers la première page pour insérer, par exemple, Soumia. Donc, une fois ajouté, donc automatiquement, mon nom se modifie selon la valeur qui a été saisie dans la zone de texte. D'accord? Ok. Comment récupérer via le code la valeur stockée et puis carrément l'utiliser? Donc, l'exercice que je vais faire par la suite, c'est que en chargeant cette page, je vais tester est-ce que le local storage contient une clé qui s'appelle nom. Si oui, tu me remplis cette zone de texte par ce nom. D'accord? C'est pour cela que je vais carrément le faire en load avant de cliquer, bien sûr. Donc là, je vais déclarer une variable qui va s'appeler nom peut-être local. Non local, ou là, bon, non stocké, d'accord? Donc je vais mettre local storage. Bon, comme on a fait set, donc le get, c'est pour retourner l'élément stocké. Là, il me faut la clé pour récupérer. Donc, tu veux quel item, tu veux quel élément stocké. Alors, je veux l'élément qui s'appelle nom, avec lequel on a stocké avec la clé nom. D'accord? Ok, il y a deux possibilités. Donc, il se peut que ce local storage ait
déjà cet item, d'accord? Donc on est déjà passé par cet item. Donc comme ça, le nom local, il doit être non nul. Donc sinon, il va être nul. Donc un petit test. If non local est différent de nul, ça veut dire que il y a quelque chose qui est stocké. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma zone de texte dièse non. Je vais la remplir par la valeur qui est stockée dans le non local. Alors si j'actualise, alors là je vais aller vers ce nom, je vais mettre delete, je rafraîchis la page. Là, j'ai pas de nom parce que j'ai supprimé le local storage. D'accord? Donc, et puis, je vais tester par un autre nom. Je sais pas, test par exemple, et puis valider. Il est là. Si je ferme et je recharge ma page une autre fois, donc il est bien à test. D'accord? Donc, inspecter pour revenir. Donc, il est bien un test. Est-ce que c'est clair? J'espère que cette partie soit bien claire. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de peut-être ajouter un bouton. Donc, si le local storage est rempli, donc on va ajouter un bouton. Donc, il va nous permettre de supprimer ce local storage. D'accord? Donc, on laisse ce nom. Alors, bon, toujours, si le nom local est différent de nul, donc peut-être je vais aller vers mon formulaire et ajouter, créer un bouton qui va s'appeler supprimer. D'accord? Donc, bien sûr, je peux utiliser les boutons jQuery mobile, mais je vais me contenter sur le bouton, le simple bouton, le input bouton. Je vais copier ça. Alors là, je vais ajouter un ID à mon formulaire. Donc, forme 1. Donc, dièse frm1 point append. Et là, je vais, si je mets les cotes parce que j'ai les doubles cotes à l'intérieur. Donc, je vais mettre nom c'est sup, ID c'est sup, et puis le nom c'est supprime. Donc, point virgule. J'ai rajouté un bouton, donc il me faut un événement associé à ce bouton. Alors pour ce, donc je vais appeler ce dièse sup, et puis je vais pas mettre clic, je vais mettre en, parce que les événements associés aux éléments qui viennent d'être créés, donc on doit les faire de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire si jamais il clique supprimer? Tout simplement, on va essayer de appeler local storage.remove item. Et puis là, on va supprimer ce nom local. Une petite actualisation. Oui, c'est bon, ça marche. Alors, si je clique supprimer, ça ne supprime pas. Pourquoi? Pardon. Le move item, il est A, donc on doit carrément avoir le nom, la clé. Non, c'est bon. Alors là, si j'actualise, donc je mets supprimer, c'est vide. Très bien. Donc, ça vide le local storage. Bon, ce qu'il me faut, c'est vider la zone de texte. Donc, c'est dièse non, point, val, et puis on doit vider la zone de texte. Comme ça.
On a test, validé, bonjour test. Alors là, au chargement, donc on a le bouton supprimer. Si je supprime, ça vide la zone de texte. D'accord? Bon, on a vu le set item, get item et puis remove item. Donc, par la suite, je vais vous montrer comment on peut passer plusieurs. Je vais commenter ça. Donc, comment je peux passer plusieurs informations à la fois, donc d'une façon plus ou moins structurée. Donc, à savoir, donc, les objets. Donc, on va voir les objets JSON, ou bien carrément, donc, on va créer des objets au sein du JavaScript, donc avec un ensemble de propriétés et valeurs. Et puis, au lieu de passer valeur par valeur, item par item, on va carrément passer tout un objet et récupérer tout un objet. Alors, bien sûr, on peut carrément créer des tableaux, peut-être ajouter à des tableaux, modifier ces tableaux, d'accord? Donc, toutes les possibilités, vous pouvez les faire. Alors, pour ça, je vais ajouter une zone de texte, une deuxième zone de texte, formulaire. Donc, je vais ajouter une zone de texte qui s'appelle email. Puis placeholder email. ID c'est email. Alors au lieu de récupérer le nom, juste le nom, je vais récupérer var email égale à $dièse email. Pardon, c'est dièse point val. Là, je vais créer un objet var object et puis à l'instar de JSON, je vais créer des clés et valeurs. La première clé c'est nom. Donc, je vais la remplir par le nom dans la variable et la deuxième, c'est email. Email. Alors, quand je vais envoyer au local storage, je vais pas envoyer juste le nom, mais tout un objet. Bon, je vais l'appeler par exemple info. Je vais envoyer l'objet. Mon objet comme étant avec la clé info. Je pense que c'est tout pour l'enregistrement, donc il me faut la récupération. Alors pour la récupération, je vais, bon, info local, peut-être je vais changer le nom de cette variable en info local, local storage, get item, info, la clé avec laquelle je l'ai stocké. Alors si ce info local est différent de nul, alors là je vais créer un nom, je vais récupérer le nom, donc à partir de ces infos. Alors, ces infos, donc si je mets info point, ou là carrément info local, point nom, ça ne doit pas marcher. Test, validé. Test, et puis validé. Test. Si je retourne, donc, je ne vois pas ce test qui a rempli la zone de texte. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc il s'agit d'un objet. Donc JSON, il faut lui dire, donc en stockant l'objet, donc il s'agit d'un JSON, donc on doit carrément le rendre au format, donc carrément le parser, c'est JSON.stringify. Et puis je vais lui donner l'objet, comme ça il va le traduire, il va transformer en JSON. Et puis en récupération de même, je vais carrément écraser mon objet info local par le JSON.parse de info local. Comme ça, je peux appeler mon nom de cette manière. Un petit test. Alors, test ici, validé.
test. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense que oui. Bon, pour l'erreur, donc pourquoi ça n'a pas marché? Parce que mon local storage, il est déjà rempli et on essaye, donc il est déjà rempli par des simples informations, d'accord? Donc, et puis on essaye de le parser. Alors non, on doit le supprimer et réactualiser. Ok, donc maintenant, test, valider, retour. Donc, je vois bien qu'il y a un test ici. Alors, en application, donc c'est ça, on trouve qu'il y a deux valeurs, donc le nom et puis l'email. L'email qui est vide, je l'ai laissé vide. Alors là, je peux voir mes données donc en clair. Bon, c'est pour cela que bon, il est recommandé de ne pas stocker des données sensibles ici. Donc côté sécurité, donc ce local storage, il n'est pas du tout sécurisé. C'est pour cela, pour ce qui concerne les données sensibles, à savoir numéro de carte bancaire, pour password, ainsi de suite, on ne doit pas les stocker ici. Donc on peut carrément utiliser d'autres méthodes. Bon, maintenant, donc on va continuer. Donc on va voir carrément même l'adresse email. Elle doit être récupérée et affichée dans la zone de texte. Email. Val et puis nom.email. Un petit test. Là, si je mets Ahmed et puis ahmed@test.com, valider. Mais si je retourne, normalement, je dois avoir. Alors, je crée. Alors, je vais voir. Est-ce que ce Ahmed, il est bien là? Refresh. Non. Set item info. Get item info. Alors, je teste Ahmed. Test.com. Retourner. C'est bon, les données sont très bien là. Et puis le local storage, il est bien rempli par ces données. Donc, c'est tout. Bon, on a vu aujourd'hui que local storage, c'est un espace de stockage où on peut manipuler, où on peut stocker, on peut récupérer des données à partir donc donc des données simples, à savoir des informations concernant l'utilisateur, des préférences, d'accord? Donc, mais pas sensibles bien sûr. Donc, on a un espace de stockage plus ou moins limité, donc, mais ça marche pour les petites données donc on veut manipuler. Donc on a trois méthodes. Set item, c'est pour insérer une donnée. Get item, c'est pour carrément récupérer une donnée, bien sûr en lui donnant la clé de la donnée. Et puis le move item, c'est pour supprimer la donnée. Donc un dernier test en mobile. Donc on va le voir ensemble. En mobile, qu'est-ce que ça va donner? Là, je vais fermer PhoneGap. Je vais le réouvrir. Je vais le connecter.
mon email. Alors là, je vais mettre par exemple Soumia. Et puis là, c'est Soumia, arobase, gmail.com. Ok, bonjour Soumia. Alors si je retourne, donc mes données sont toujours là. Si je ferme l'application et puis je reviens vers PhoneGap, je rouvre l'application, mes données sont toujours là. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais claire. Donc, à la prochaine, Charles.